Cette histoire commence avec un groupe d'aventuriers qui viennent de sceller quelque chose de très dangereux. Ils mentionnent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que le donjon inversé ténébreux n'envahisse le monde entier, à moins que quelqu'un ne parvienne à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Cela s'est déjà produit par le passé, et c'est pourquoi ils espèrent qu'un héros apparaîtra pour sauver l'humanité. Nous retrouvons ensuite ces aventuriers en plein combat contre un monstre puissant. Leur force est évidente. Ce groupe, connu sous le nom de Lance du Tonnerre, est de rang A et vient tout juste de vaincre une hydre. Mais attendez, ils sont observés. Il se trouve qu'ils diffusent leur aventure en direct et ont atteint 1 million de spectateurs. Impressionnant, ces aventuriers ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi très populaires. Cependant, Yuk, notre protagoniste, décide de quitter la Lance du Tonnerre. Simon, le chef du groupe, veut comprendre pourquoi. Yuk lui explique que les récompenses ne sont pas équitables, une critique qu'il formule depuis toujours. Cette fois, il prouve qu'il a raison, car sa récompense est dérisoire. Simon lui rappelle que, bien que les aventuriers forment des groupes, ils restent indépendants et les gains sont proportionnels aux contributions. Barry, un autre membre, estime que c'est correct ainsi et que Yuk devrait au moins être reconnaissant de recevoir un peu d'argent, même s'il ne combat pas et profite des objets des autres. Yami partage cet avis, considérant que Yuk n'est utile que pour préparer les diffusions. Camilla, une autre membre, conseille à Yuk de contribuer davantage s'il veut plus de récompenses. Yuk lui rétorque que ses propos sont injustes, car il l'aide souvent grâce à sa magie. Elle élude ses paroles, et Simon conclut qu'il devra supporter la situation, car aucun autre groupe ne l'acceptera. De plus, Simon lui reproche d'avoir atteint le rang B grâce à une faveur d'une amie d'enfance et que Lance du Tonnerre, un groupe de rang A, l'a accepté par pitié. Cela montre qu'il se moque de son départ, car il n'a aucune importance pour eux. Humilié, Yuk décide de partir. Le chef lui laisse une dernière chance de revenir sur sa décision, mais Yuk reste ferme. Nous découvrons alors la ville de Clovey, surnommée la Cité des Aventuriers. C'est une ville prospère, dotée de nombreuses avancées technologiques. Au sein du guilde, Yuk rencontre la réceptionniste nommée Mamar. Yuk lui annonce qu'il cherche un nouveau travail, ce qui la surprend, puisqu'il appartient normalement à son groupe habituel. Il lui explique qu'il a décidé de partir, ce qui ne choque pas Mamar, car, selon elle, il est courant que des tensions surviennent dans les groupes. Elle lui remet un formulaire à remplir. Nous apprenons alors que Yuk a 20 ans, qu'il est mage rouge et alchimiste de rang B. Il possède des talents comme l'amélioration des capacités, le soutien d'équipe et il est aussi un expert en montage de stream. Une femme, toute excitée de voir Yuk, l'appelle professeur. Il s'agit de Marina, qui a reçu des cours de la part du protagoniste par le passé. Marina est curieuse de savoir ce qu'il fait et, lorsque Yuk lui explique qu'il cherche un groupe, elle trouve cela parfait. Elle aimerait qu'il rejoigne le sien. Peu après, nous rencontrons les autres membres de son équipe, dont Silk, une mage élémentaire, et Ren, une prêtresse. Elles ont également été des élèves temporaires de Yuk. Les 3 femmes n'ont aucun problème à ce qu'il se joigne à elles. Toutefois, elles s'assurent qu'il est certain de vouloir rejoindre leur groupe, car elles sont un groupe débutant de rang D. Yuk répond que cela ne le dérange pas, car dans les groupes de rang plus élevés, les missions sont souvent compliquées et nécessitent l'utilisation d'artefacts coûteux. Il ne veut plus accumuler de dettes. Tout le monde est ravi de cette nouvelle collaboration, et ils acceptent une mission qui consiste à collecter des minerais dans un donjon abandonné ressemblant à une mine. Une fois à l'intérieur, Marina prend la tête du groupe, mais Yuk lui demande de lui laisser le rôle de leader. Marina est surprise, car, en tant qu'épéiste mage, elle est censée diriger lorsque ni voleur ni éclaireur ne sont présents. Yuk reconnaît son rôle, mais il explique qu'il dispose de certains outils très utiles, bien que simples, comme une lanterne détectrice qui utilise une huile spéciale pour révéler les pièges. Même si cette huile est chère, ce n'est pas un problème pour lui, car il peut la fabriquer en tant qu'alchimiste. Il demande ensuite à Marina de couvrir l'arrière-garde, juste au cas où. Tandis qu'ils avancent, Yuk pense brièvement à ses anciens compagnons, mais soudain, il détecte une menace dangereuse au fond du donjon. Il demande à tout le monde de se préparer à combattre. Il se retrouve face à des monstres appelés Bolgres. Les filles commencent l'attaque pendant que Yuk utilise ses sorts de soutien pour renforcer les attaques et la résistance physique de Marina, ce qui lui permet d'éliminer plusieurs ennemis. Les membres de l'équipe sont stupéfaits de voir Yuk lancer 3 sorts de soutien en même temps, et ce, sans même les incanter. Cela les impressionne encore davantage lorsqu'ils se souviennent de ses capacités. Après avoir terminé le premier étage du donjon, ils vérifient l'état de chaque membre, une étape essentielle dans l'exploration des donjons. Une fois assurés que tout le monde est en bonne condition, ils poursuivent leur chemin. Ils rencontrent bientôt des mineurs cadavériques en grand nombre. Ren commence à prier pour demander de l'aide divine, tandis que les autres préparent une attaque puissante pour les éliminer en un clin d'œil. Cependant, cette attaque consomme énormément de mana, et Yuk utilise une de ses capacités pour restaurer rapidement les réserves de Ren. Les autres sont stupéfaits, car la récupération de mana est une compétence très rare et exclusive aux mages rouges.
Cette capacité est si prestigieuse qu'elle garantit une place dans des groupes de rang A. Malgré cela, Yuk reste modeste, expliquant que le plus difficile est simplement d'obtenir le grimoire et d'apprendre le sort. Enfin, Yuk utilise de l'eau bénite pour recouvrir les traces des morts vivants, empêchant ainsi qu'ils ne les poursuivent. Silk est surprise par l'utilisation d'étendues d'un matériau extrêmement coûteux par Yuk. Ce dernier explique qu'il le fabrique lui-même en purifiant les cendres laissées par les morts vivants après leur disparition, bien que cette tâche soit généralement réservée aux prêtres. Les filles, impressionnées par son savoir, se réjouissent de l'avoir dans leur groupe. Yuk leur propose même d'apprendre tout ce qu'il sait, ce qui les rend encore plus heureuses. Arrivés à l'endroit où ils commenceront la recherche de minerais, le groupe décide de se reposer. Pendant ce temps, Yuk prépare quelque chose. Sortant une bourse magique, il utilise divers ingrédients pour concocter une soupe de fruits de mer fraîchement cuisinée. Ren, émerveillé par le chaudron luxueux utilisé, apprend qu'il s'agit d'un artefact magique que Yuk a trouvé dans un château. Marina, affamée, n'attend pas longtemps avant de goûter au repas. Rapidement, Yuk transforme la pose en un véritable festin miniature. Manger dans un donjon est inhabituel, mais pour Yuk, tout semble possible. Alors qu'il savoure la nourriture, Silk remarque que le plat semble imprégné de mana. Dotée d'une grande sensibilité au mana, elle demande des explications. Yuk révèle que la cuisine, pour lui, est une forme d'alchimie. Sachant qu'ils devront extraire des minerais, il a mis tout son cœur dans cette préparation pour leur donner des forces. Silk, impressionné, est sans voix, tandis que les autres savourent simplement leur repas. Le groupe atteint le 4e étage et tombe sur un roc lizard, un monstre regorgeant de minerais. Yuk utilise un sort de ralentissement pour immobiliser la créature, tandis que Marina l'attaque avec sa capacité d'épée magique, réussissant à la vaincre. Cependant, cette technique consomme énormément de mana, laissant Marina épuisée. Yuk lui conseille de continuer à s'entraîner pour gagner en endurance et restaure son mana pour qu'elle puisse se remettre en action. Il est maintenant temps d'extraire les minerais. Utilisant une pioche de rupture, Yuk commence à récolter une grande quantité de ressources pendant que les filles les collectent. Après un moment, Silk note qu'il leur en faut encore davantage. Yuk suggère de descendre au 6e étage après avoir vaincu le boss du niveau, une idée qui effraie le groupe. Le boss, un gigantesque crabe surnommé le crabe d'acier, est redouté pour sa puissance. Malgré leurs inquiétudes, Yuk les rassure et promet de s'occuper lui-même du boss pour prouver son utilité. Contre l'avis des filles, il insiste. Une fois face au boss, Yuk décide d'y aller seul et sort un artefact pour enregistrer le combat, une habitude qu'il a prise. Les filles lui suggèrent plutôt de diffuser le combat en direct, trouvant cela très divertissant. Le protagoniste n'a aucun problème à s'occuper seul du combat, mais avant tout, il demande quel est le nom du groupe. Le petit détail, c'est qu'ils n'en ont pas encore, n'étant pas officiellement enregistrés au sein de la guilde. Marina pense que c'est l'occasion idéale pour choisir un nom. Après quelques réflexions, elle propose trèfle. Selon elle, les 3 filles représentent les 3 feuilles du trèfle, et le protagoniste en est la 4e, celle qui porte chance. Tout le monde trouve cette idée excellente et décide de l'adopter. Une fois la mission terminée, ils enregistreront officiellement ce nom de la guilde. Comme le combat sera diffusé en direct, Yuk suggère que le groupe l'accompagne pour que cela soit une véritable performance d'équipe. Cependant, les filles estiment qu'il peut gérer cela seul. Après avoir activé son bouclier protecteur, Yuk commande à son artefact de commencer la diffusion en direct. Il ouvre la porte et fait face au redoutable crabe d'acier. Le combat commence avec le monstre attaquant violemment, mais Yuk esquive avec aisance. Il enchaîne rapidement une série de sorts, ralentissement, poison, paralysie, cécité et même un sort d'évanouissement, maîtrisant ainsi totalement le boss. Enfin, il utilise un puissant sort de gravité pour porter le coup fatal. Le crabe, complètement anéanti, ne représente plus une menace. La transmission terminée, Marina exulte de joie, incapable de contenir son excitation. Les filles, impressionnées, louent les capacités incroyables de Yuk. Elles se réjouissent aussi du fait qu'elles pourront vendre le crabe pour une somme importante, car Yuk l'a soigneusement rangé dans sa bourse magique pour le ramener aux guildes. Mais ce n'est pas tout, un coffre apparaît comme récompense pour avoir vaincu le boss. Il regorge de minerais précieux, bien plus que ce à quoi il s'attendait. Cette mission du groupe Trèfle ne pouvait pas mieux se terminer. Comme vous l'avez peut-être vu auparavant, le contenu à la mode actuellement concerne principalement les streams d'aventuriers ou les versions enregistrées et éditées sous forme de guides stratégiques. Certains préfèrent une approche plus détendue en cuisinant ou en fabriquant des potions dans des donjons. Ces streams génèrent énormément de publicité, ce qui pousse les compagnies à rechercher les groupes les plus prestigieux et les plus populaires. Vous savez, exactement comme cela fonctionne dans notre monde réel. En ce moment, les gens sont stupéfaits que le protagoniste ait vaincu le crabe d'acier sans bouger un seul doigt. Pendant leur voyage en carrosse, le protagoniste demande à tout le monde ce qu'il pense du nouveau membre du groupe, c'est-à-dire lui-même. Les filles sont clairement impressionnées et ravies de l'avoir comme compagnon.
Il leur demande si cela ne leur semble pas étrange que leur ancien professeur ait soudainement rejoint leur groupe, mais elle n'y voit aucun problème. En fait, Silk propose qu'il devienne le chef du groupe, car il agit déjà comme tel et, de toute évidence, il est le plus puissant. Hyuk, cependant, pense ne pas mériter ce rôle, car il vient à peine de les rejoindre la veille. Mais les filles ont déjà décidé, il sera leur nouveau leader. Après avoir réfléchi quelques secondes, il finit par accepter, mais leur demande de lui dire immédiatement si elles ne sont pas satisfaites de son travail en tant que chef. Pendant ce temps, dans les ruines d'un certain château, au 4e étage, l'ancien groupe du protagoniste est en difficulté. Ils réalisent à quel point il leur était utile, même si cela ne leur semblait pas évident auparavant. Ils n'ont d'autre choix que de fuir. Jamie est blessée, et Camilla n'a plus de mana ni de potion pour la soigner, car c'était le protagoniste qui s'en occupait. Barry n'en a pas non plus, encore une fois parce que c'était le protagoniste qui les achetait. Cork, le nouveau venu, a une potion, mais il refuse de la donner à Simon, car il l'a achetée avec son propre argent. Après tout, le groupe lui avait dit que chacun devait se débrouiller seul. Cependant, face au danger mortel qui menace Jamie, Cork finit par céder. De l'autre côté, nous voyons le groupe Clové célébrer leur premier succès. Hyuk leur annonce qu'ils ont reçu une récompense pour avoir accompli leur mission. Bien que ce ne soit pas grand-chose, ils ont également gagné un bonus grâce au bon état du crabe d'acier. Hyuk demande à Silk comment les récompenses étaient réparties auparavant. Elle explique qu'elle gère l'argent et qu'ils ont un fonds commun pour économiser et acheter une maison, car passer de taverne en taverne n'est pas très pratique. Le protagoniste trouve ce système parfait et dit qu'il s'adaptera sans problème, puisque c'est dans l'intérêt du groupe. Pendant ce temps, Simon et les autres membres de l'ancien groupe discutent de leurs mésaventures et estiment qu'ils n'ont jamais été aussi mal en point. Ils reprochent à Cork d'être un lâche, et tous semblent d'accord. Cork, cependant, leur rétorque qu'ils sont idiots, car les ennemis de cet étage ont un sens de l'odorat si développé qu'ils auraient dû prévoir d'apporter des potions anti-aggro. Simon et Barry ne veulent pas admettre leur faute pour ne pas s'être préparés à l'avance. Cork, excédé, les traite d'incapables et déclare qu'ils quittent le groupe, car ils ne les supportent plus. Le protagoniste, ayant entendu tout cela, observe la scène. Marina demande ensuite ce que le groupe fera demain. Silk lui rappelle qu'ils suivront la recommandation de Hyuk, pour chaque mission accomplie, ils se reposeront 2 jours. Pour l'instant, il annonce qu'il ira acheter des provisions comme des potions, des parchemins, et qu'il fabriquera de l'eau sacrée avec les cendres des mineurs cadavériques. Ils conviennent de se retrouver dans 3 jours à la guilde des aventuriers et décideront alors quelle mission accepter. Cependant, un événement attire l'attention, on commence à diffuser la vidéo du combat de Hyuk contre le crabe d'acier. Elle devient virale. Ce qui est surprenant, c'est que les gens parlent très bien de lui et de son groupe. La vidéo génère énormément de vues. Les 2 présentateurs sont enthousiasmés par le fait qu'un mage rouge ait accompli une telle prouesse. Ils annoncent que le groupe s'appelle Clové et espèrent qu'il insufflera un vent de fraîcheur dans le monde des aventuriers. Cela ne plaît évidemment pas à l'ancien groupe du protagoniste, et les critiques ne tardent pas. Ils pensent que Hyuk s'est joint à un groupe de bas niveau juste pour briller. Malgré cela, Clové célèbre le début prometteur de leur nouvelle aventure, et Hyuk ne peut retenir quelques larmes de bonheur. Cependant, un certain individu semble très mécontent du comportement du protagoniste. Le lendemain, notre protagoniste se trouve à la guilde des aventuriers et s'adresse à Mamar. Il lui demande une mission qui offrirait beaucoup d'expérience et une bonne récompense pour 3 débutantes. Mamar trouve qu'il en demande trop, mais le protagoniste est convaincu que son groupe peut gérer des missions allant jusqu'au rang B. Elle lui propose alors une mission, récupérer des pierres dans une zone récemment occupée par une bête dangereuse. Il commence à y réfléchir, et c'est à ce moment que les filles arrivent. Il leur parle de la mission, et Marina, sans perdre une seconde, accepte. Mamar enregistre donc la mission. Le protagoniste leur demande 1 minute pour leur donner les détails, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire puisque les filles ont accepté sans même l'écouter. Il explique que même si elles sont déjà allées dans la forêt d'Ordan, où se déroulera la mission, cette fois, une créature extrêmement dangereuse s'y trouve. Les filles ne s'attendaient pas à cela, mais elles affirment que ce n'est pas un problème, elles ont besoin d'expérience et d'argent. Elles sont persuadées qu'avec Hyuk à leur côté, tout se passera bien. Ils conviennent de se retrouver dans 1 heure. Entre-temps, Mamar donne le reçu de la mission à Hyuk. Elle avait tout orchestré pour que Clové accepte cette mission. La dernière mission de Clové a gagné énormément de popularité, et le public réclame plus de vidéos de leurs aventures. Le protagoniste n'a pas le choix, il décide de profiter de l'occasion pour accroître encore la popularité du groupe. Cependant, cet individu étrange continue de l'observer, visiblement très en colère, sans que l'on sache pourquoi. Alors que Hyuk se promène en ville, il remarque qu'il est suivi de manière flagrante. Malgré ses efforts pour échapper à son poursuivant, il finit par se retrouver face à lui. Cet homme, furieux, exige que Hyuk quitte le groupe Clové. Hyuk lui répond que cela n'a aucun sens, car il est actuellement le leader et n'a rejoint le groupe que 3 jours plus tôt. L'individu n'en revient pas et devient agressif, affirmant qu'il aurait dû être le vrai leader. Il commence à dire des choses insensées, comme quoi il l'a fait pour elle et qu'il mérite davantage cette place.
Le protagoniste, pensant que cet homme est simplement ivre, utilise un sort pour le faire trébucher et le calmer. Pendant qu'ils se rendent sur leur mission, Silk explique que ce type s'appelle Bezio. C'est un individu qui a demandé à plusieurs reprises à rejoindre le groupe et qui, pire encore, croyait leur rendre service en le faisant. En résumé, c'est un personnage un peu fou et très lourd. Yuk raconte qu'il l'a laissé dans la rue, mais qu'il le signalera à la guilde à leur retour de mission. Et si cet individu continue d'insister, il prendra des mesures plus sévères. Cette déclaration rend les filles heureuses, surtout Marina. Le protagoniste en profite pour lui offrir quelques bonbons. En examinant les détails de la mission, il découvre qu'ils auront besoin de 3 pierres de la cascade de Yomom, qui devrait se trouver sur la rive du lac. Mais un obstacle se dresse devant eux, une créature dangereuse, probablement un ours, un cerf-loup ou même un sanglier, des animaux typiques des forêts. Yuk demande si elles ont déjà été dans cette forêt, et elles répondent que oui, mais qu'à l'époque, il n'y avait aucun animal dans la zone. Cette révélation alerte le protagoniste, car cette forêt devrait normalement être pleine de vie. Cela signifie qu'elles ont eu beaucoup de chance, la créature était probablement déjà là, mais elles ne l'ont simplement pas croisée. Le protagoniste décide alors d'utiliser son caméra pour enregistrer tout l'affrontement avec la bête. Même en cas de fuite, tout sera capturé. Ren demande pourquoi faire cela, et il explique qu'il est essentiel d'identifier la créature en premier lieu. Si le groupe est en danger, la guilde observera tout et enverra des renforts. Et s'ils réussissent à vaincre la bête, la vidéo servira de preuve pour réclamer leur récompense. Ils arrivent finalement à la forêt, près du lac. Yuk explique clairement que si les choses tournent mal, il ne faut pas hésiter à fuir rapidement. Ils commencent alors à enregistrer, lançant officiellement leur mission. Marina demande si elle doit aller en première ligne, car ce n'était pas le cas dans la précédente aventure. Yuk lui répond que ce n'est pas nécessaire, car il n'y a pas de piège ici, et les créatures attaquent généralement par derrière. Silk s'inquiète pour Yuk, mais il la rassure en précisant qu'il porte une armure magique qu'il a trouvée dans un donjon il y a quelque temps. Cette armure lui offre une grande protection, si bien qu'il ne sera pas facile de le mettre hors de combat. Ren confirme qu'elle s'en doutait, il s'agit d'un habit de sorcier, un équipement qui non seulement offre beaucoup de défense, mais amplifie également la magie du porteur et aide à régénérer son mana. Encore une fois, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si Yuk est en arrière-garde. Ils arrivent enfin à la cascade. Yuk ordonne à son caméra de commencer l'enregistrement. Et c'est alors que la bête fait son apparition. Il s'agit d'un Zarnag, une créature de très haut niveau qui habite dans les plaines du Nord ou dans des donjons d'une difficulté extrême. Cette créature est connue sous le nom de Roi du Nord et ne devrait absolument pas se trouver ici. Notre protagoniste est très inquiet, car il sait que son groupe n'a absolument pas le niveau pour affronter une telle bête. Il leur ordonne de s'enfuir immédiatement pendant qu'il retient la créature. Bien sûr, il espère que la guilde observe tout et enverra des renforts rapidement. La situation est si grave qu'il demande à Silk de prendre sa place comme leader, car il n'est pas sûr de s'en sortir indemne. Marina, cependant, refuse de fuir. Elle suggère que si Yuk peut distraire le Zarnag, toutes ensemble pourront en profiter pour le vaincre. Yuk n'est pas d'accord, considérant les risques trop élevés, mais voyant que les filles refusent de reculer, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il active immédiatement un enchantement physique pour tout le groupe. Marina se lance alors à l'attaque. Comme on pouvait s'y attendre, ses efforts ne suffisent pas, et elle finit grièvement blessée par un coup du monstre. Yuk utilise alors plusieurs sorts, comme paralysie, ralentissement, poison, évanouissement et cécité, mais ceux-ci n'ont que très peu d'effet. Notre protagoniste commence à se demander si cette créature est un monstre unique ou si elle porte un nom spécifique. Mais la bataille continue, et il demande à Silk de lui accorder le plus de temps possible. Les filles donnent tout ce qu'elles ont, pendant que Yuk prépare un sort puissant. Il demande à Marina de reculer, et une fois prêt, il utilise sa compétence de niveau C, appelée missile prismatique. Bien que l'attaque du protagoniste ait infligé beaucoup de dégâts au monstre, ce dernier veut toujours en finir avec eux. Ren a également une carte à jouer et lance sa compétence fouet de lumière, qui est très puissante. Cependant, cela ne suffit toujours pas à le vaincre. Le protagoniste avertit Marina que c'est le moment parfait pour qu'elle porte un coup fatal. Grâce au buff qu'il lui donne, ils parviennent enfin à éliminer ce monstre redoutable. Maintenant que tout a été retransmis en direct, le stream se termine. Bien entendu, les spectateurs sont fascinés par la prestation du groupe Trèfle et ne cessent d'en parler. De retour avec le groupe, le protagoniste se sent étourdi d'avoir utilisé autant de mana pour l'attaque, tandis que les filles ont du mal à croire qu'ils ont réussi à vaincre un adversaire aussi terrifiant. Yuk leur annonce qu'elle mérite un sermon, mais Ren riposte en disant qu'il en mérite un également, puisqu'il était visiblement prêt à combattre, même si cela devait lui coûter la vie. Silk, de son côté, critique également les consignes qu'il leur a données, et bien sûr, Marina en rajoute. Le protagoniste se rend compte qu'il fait face à un 3 contre 1, mais il leur demande de comprendre que leur victoire n'était qu'une question de chance. Cette remarque ne plaît pas aux filles, mais elles décident de discuter de tout cela plus tard. Pour l'instant, elles vont se rafraîchir dans l'eau pour se nettoyer après ce combat chaotique,
tandis que le protagoniste se charge de préparer le campement. Cela lui rappelle le moment où il avait suivi un cours préliminaire d'aventurier avec les filles, environ 6 mois auparavant. À l'époque, il les avait félicités pour leur talent prometteur. Silk lui avait demandé des conseils pour s'améliorer, et il leur avait donné des retours spécifiques. Marina avait tendance à être un peu négligente, tandis que Silk était trop prudente, ce qui n'est pas toujours bon. Quant à Ren, il lui avait conseillé de s'estimer davantage. Il avait aussi admis qu'elle mériterait sans doute le rendez, si elle rejoignait officiellement la guilde, ce qui les avait beaucoup réjouis. Ils s'étaient ensuite mis d'accord pour cuisiner un ragoût de lapin fraîchement capturé, en combinant la magie de Ren et les compétences du protagoniste. Dès lors, il avait vu leur potentiel en tant que groupe équilibré d'aventuriers, capable de surpasser avec le temps des groupes de niveau supérieur. Revenant au présent, Yuk avoue qu'il n'aurait jamais imaginé former un groupe avec elle. Quelques jours plus tard, Trèfle est convoqué par le maître de guilde. Yuk suppose que cela est lié à leur victoire contre le Zarnarg, le monstre qu'ils ont vaincu récemment. Les filles, perplexes, ne comprennent pas pourquoi, alors le protagoniste leur explique que cette mission était probablement destinée à des aventuriers de rang B. Mais pour une raison inconnue, elle a été confiée à des groupes de rang D. Ils pensent qu'ils vont recevoir des félicitations pour avoir vaincu le monstre, mais ils se doutent aussi qu'il y aura des mauvaises nouvelles. Finalement, le maître de guilde, Benwood, fait son apparition. Il demande à Yuk de lui donner tous les détails sur ce qui s'est passé. Cependant, Yuk lui répond qu'il l'a déjà fait dans ses rapports. Benwood précise qu'il veut entendre son avis personnel sur le sujet. Les filles, intimidées, commencent à se sentir mal à l'aise, ce qui pousse le protagoniste à demander au maître de ne pas les mettre dans une telle situation. Si Benwood voulait tant parler avec le protagoniste, il aurait dû le convoquer seul au lieu d'effrayer les filles. Silk demande au protagoniste de se calmer et de se rappeler qu'il s'adresse au maître de guilde en personne. Cependant, peu après, Benwood félicite Yuk pour avoir mis de côté tant de formalités. Malgré cela, notre protagoniste reste contrarié par l'attitude violente du maître de guilde. Une fois assis, Yuk insiste que tout ce qu'il y a à savoir est déjà dans son rapport sur le Zarnarg. Benwood insiste néanmoins pour entendre son avis personnel. Yuk suggère alors qu'il pourrait s'agir d'un débordement, nécessitant une enquête. Benwood ordonne immédiatement une enquête d'urgence. Marina demande ce qu'est un débordement, et Yuk lui explique que cela se produit lorsque les monstres sortent de leur donjon. Benwood précise que les monstres ont un lien de mana avec les donjons, mais que ce lien peut se rompre. Cela peut également provoquer une stampede, un phénomène extrêmement dangereux qui pourrait mettre toute la ville en péril. Avant de partir, le maître de guilde présente ses excuses pour les avoir exposés à un tel danger, assurant que ce n'était pas intentionnel. Les filles minimisent l'incident, expliquant que ce n'était pas si grave, car Yuk a presque vaincu le monstre à lui seul grâce à sa magie. Benwood reconnaît que le stream a prouvé que leur groupe est capable de grandes choses et propose de promouvoir les filles au rang C. Le protagoniste demande s'il en est sûr, et Benwood confirme qu'il souhaite également promouvoir Yuk au rang A. Il souligne que leur retransmission a montré leur puissance, notamment grâce au sort prismique missile utilisé par Yuk pour vaincre le Zarnarg. Après avoir signé les documents, tout le monde part célébrer à la taverne habituelle. Monter au rang C pour les filles et au rang A pour Yuk est un exploit remarquable. En discutant de la récompense, Yuk demande à Silk de vérifier les gains. Il découvre une importante somme d'argent, car la mission a été reclassée au rang B, et Yuk a vendu le monstre à un bon prix. En triant les comptes, Silk informe Yuk qu'il a reçu une lettre de Benwood, une sorte d'excuse personnelle accompagnée d'un randal de platine, une pièce rare de grande valeur. Silk annonce qu'ils ont désormais les fonds nécessaires pour établir leur base. L'ambiance est donc à la célébration. Plus tard, Ren demande au protagoniste s'il a un rêve, car elles viennent de réaliser le leur et souhaitent désormais l'aider à atteindre le sien. Yuk les remercie et révèle son rêve, atteindre le dernier étage du donjon des ténèbres insondables, un endroit légendaire contenant un portail vers l'abîme. Il souhaite voir de ses propres yeux la frontière entre ce monde et l'inframonde. Il raconte qu'un de ses oncles avait réussi à atteindre ténèbres insondables, bien qu'il n'ait pas pu terminer le donjon. Yuk admire cet oncle depuis son enfance et a toujours rêvé de suivre ses traces. La rouquine trouve cela fascinant et propose même de retransmettre l'exploration en direct. Yuk, cependant, leur rappelle que ce n'est pas une tâche à prendre à la légère, l'accès au donjon nécessite une autorisation gouvernementale et un groupe de rang A au minimum. Cela n'effraie pas les filles, qui s'enthousiasment pour ce nouvel objectif collectif. Le prochain défi du groupe Trèfle est donc clair, ils iront dans le donjon des ténèbres insondables, quoi qu'il en coûte. En attendant, le groupe de Yuk est devenu la sensation du moment. Bien qu'ils aient fondé Trèfle il y a à peine un mois, ils figurent déjà parmi les groupes les plus populaires. Simon, de son côté, a du mal à croire que quelqu'un comme Yuk soit plus populaire que lui. Certains affirment que Yuk profite uniquement des missions de bas niveau, qu'il est médiocre et qu'il fait semblant d'être impressionnant. Mais l'envie se fait sentir, Simon apprend que Yuk a été promu au rang A récemment et s'inquiète de voir Yuk réussir si bien alors qu'il est lui-même dans une situation désespérée. Depuis que Yuk a quitté la lance du tonnerre, les nouveaux membres ont du mal à s'adapter et finissent généralement par abandonner le groupe rapidement.
Les membres actuels sont tellement aveuglés qu'ils blâment tout le monde sauf eux-mêmes pour cette situation. Simon est particulièrement frustré de l'absence de Jamie. Camilla explique qu'elle n'avait simplement pas envie de venir et qu'elle s'éloigne progressivement du groupe en général. Pendant ce temps, Jamie regarde le stream de Yuke et de son groupe. Peut-être qu'elle commence à ouvrir les yeux sur la situation du moins, on l'espère. Barry suggère de demander à Yuke de revenir. Malgré ses défauts, il était capable de suivre le rythme du groupe, contrairement aux autres nouveaux membres. Camilla est d'accord, tout allait mieux quand Yuke était là. Simon ne pense pas très différemment et envisage même cette idée. Barry propose d'offrir une augmentation à Yuke pour le convaincre, en réduisant le salaire de Jamie, qu'il considère désormais comme inutile. Simon semble déjà avoir des plans en tête à ce sujet. De l'autre côté, le groupe Trèfle revient tardivement d'une mission et se dirige vers la guilde. En chemin, Marina interroge Yuke sur Mamar, remarquant qu'il semble bien s'entendre avec elle. Elle découvre que Mamar est l'une des plus anciennes membres du guilde et qu'elle connaît Yuke depuis ses débuts en tant qu'aventurier. La jalousie de Marina est évidente, mais elle essaie rapidement de détourner l'attention pour éviter que les autres ne s'attardent sur ses remarques. Peu après, Simon apparaît face à Yuke. Ce dernier demande aux filles d'aller parler avec Mamar pendant qu'il discute avec Simon. Ce dernier propose d'aller boire quelque chose, mais Yuke, fatigué de sa récente mission, refuse poliment. Simon insiste, lui demandant de revenir dans l'Anse du Tonnerre. Il lui rappelle leur rêve d'enfance, atteindre le portail de l'abîme pour voir la frontière entre leur monde et l'inframonde. Simon affirme que Yuke aurait tout ce dont il a besoin avec l'Anse du Tonnerre, un groupe de rang A, les autorisations nécessaires du gouvernement et du guilde. Il propose même d'augmenter son salaire pour le convaincre. Mais Yuke refuse fermement, déclarant qu'il est désormais le leader de Trèfle et qu'il n'a aucune intention d'abandonner son groupe. Simon, contrarié, lui demande s'il est conscient des problèmes qu'il rencontre depuis son départ et s'il ne ressent pas de remords. Il lui reproche même d'être en partie responsable des difficultés actuelles de l'Anse du Tonnerre. Mais Yuke lui rappelle que c'est eux qui l'ont traité comme de la poubelle et qu'il n'a aucune envie de retourner dans leur groupe. Simon n'en revient pas, mais les filles, qui avaient discrètement écouté toute la conversation, font irruption. Marina demande à Yuke s'il compte les abandonner, ce à quoi il répond qu'il n'en est absolument pas question. Il leur promet qu'il restera leur leader pour toujours. Il insiste cependant sur le fait qu'ils doivent maintenant terminer leur rapport de mission avant d'aller, comme d'habitude, célébrer un peu leur succès.